Bonjour, mon nom c'est Guy Coderre. Je suis enseignant au Centre national de formation en traitement de l'eau depuis 20 ans. Auparavant, j'avais été opérateur d'usine d'eau et surintendant d'usine. Nous, au Centre national, on a le mandat de former les futurs opérateurs de centrales d'eau du Québec. Donc, c'est un cours qui dure 2 ans. Donc, on a à peu près 120 élèves par année qui viennent. La première année du cours, c'est sur le traitement de l'eau potable. Et la deuxième année, c'est sur le traitement des eaux usées. Au niveau du DEP, oui. Donc, il y a le DEP, ici, le diplôme d'études professionnelles, c'est la seule école, mais il y a aussi le Cégep Saint-Laurent, qui est une autre maison d'enseignement qui aussi donne le cours de technique de l'eau. Donc ici, le cours, ça dure 2 ans. Il y a beaucoup l'emploi, en fait, c'est pratiquement 100% depuis 20 ans que je suis ici. Nos finissants vont se retrouver à travailler principalement dans les usines d'eau, justement, pour les villes. Donc, chaque municipalité a 2 stations d'eau, celle pour l'eau potable et celle pour l'eau usée. Donc, à 65% de nos jeunes, lorsqu'ils ont terminé ici, se retrouvent à être employés par le domaine municipal. Pour le reste, ça va être les industries qui ont aussi besoin de personnel dans le domaine de l'eau, ou ainsi que des vendeurs d'équipements, de produits chimiques. Donc, le placement est très bon depuis 20 ans dans le domaine de l'eau. OK. C'est un peu sombre ici, mais... Ici, en fait, dans les principales étapes d'une usine de filtration de l'eau, on commence par un dégrilleur pour enlever les feuilles mortes, les algues. Ensuite, l'eau va suivre son chemin pour aller vers les décanteurs. Auparavant, on aura rajouté certains produits chimiques pour faciliter sa décantation. Après cette étape-là, on arrive à une étape de filtration de l'eau à l'aide de filtres à sable. Une fois que l'eau est filtrée, mais là, on va avoir des barrières chimiques pour la désinfection de l'eau. On parle de chloration de l'eau, d'ozonation de l'eau et parfois, même aujourd'hui, maintenant, on a des canaux ultraviolets pour assurer aussi la désinfection de l'eau. Et la dernière étape, ça va être d'un ajustement de pH parce qu'on veut éviter que la corrosion vienne endommager nos conduites. Toutes ces étapes-là vont prendre à peu près 4 à 5 heures. Et à la suite de ça, l'eau se retrouve dans les réservoirs d'accumulation et ça devient les réserves d'eau potable pour les municipalités. Si on regarde ici dans la région métropolitaine de Montréal, il y a 26 stations de purification de l'eau qui subvient aux besoins d'une population de 3,2 millions d'habitants. Donc ces usines-là ont besoin ils vont prendre l'eau brute qui va soit venir du fleuve Saint-Laurent, de la rivière des Prairies, de la rivière des Mille-Îles, et ils vont lui faire subir les traitements auxquels je vous ai fait mention il y a quelques minutes. Donc, c'est suite à ces traitements-là que l'eau va devenir potable pour la distribution. Ouais, c'est sûr que dans le domaine de l'eau, il y a beaucoup d'analyses à faire pour faire un suivi adéquat. Il y a aussi des normes, une réglementation qui régit toute cette industrie-là de l'eau. Donc, dans le cas des stations de purification de l'eau, il y a des analyseurs en continu qui sont là pour mesurer le chlore résiduel dans l'eau, la turbidité de l'eau. Il y a du personnel en place 24 heures sur 24 aussi pour s'assurer que la chaîne de traitement performe correctement. Et il y a des normes, il y a des règlements à suivre. Régulièrement, il faut aller prélever des échantillons sur les réseaux d'aqueduc pour s'assurer qu'on satisfait aux normes de potabilité de l'eau. Effectivement, c'est sûr que dans nos cours d'eau, de façon naturelle, on va retrouver plusieurs substances telles le fer, le manganèse. De d'autres sources, on va retrouver aussi beaucoup de virus, de bactéries, de substances qui peuvent causer des maladies, ou de l'ammoniac. S'il y a une région où il y a beaucoup de purin en milieu agricole, on va retrouver du phosphore, de l'ammoniac dans l'eau brute, mais ces substances-là sont facilement enlevables à l'aide d'une chaîne de traitement d'eau de surface. On est équipé pour enlever ce type de contaminants-là de l'eau sans aucun problème. Dans le cas qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, on parle des hydrocarbures. Malheureusement, nos stations de purification ne sont pas en mesure de réduire ou d'éliminer les hydrocarbures parce que les hydrocarbures, ça traverse la chaîne de traitement.
Et donc, ça devient un problème majeur de santé publique parce que si ces hydrocarbures-là doivent traverser la chaîne de traitement, un, ils vont contaminer l'usine, ce faisant, et deux, bien, c'est dans le réseau d'aqueduc qu'on va être aux prises avec des substances potentiellement à risque et certainement très odorantes qui vont rendre l'eau imbuvable. On s'est senti très impliqué à l'école dans le projet d'oléoduc Énergie-Est. On a déjà produit 2 études. Une première qu'on a remise au BAP en mai 2016. Une seconde étude qu'on vient de présenter aux responsables de stations d'eau dans le cadre du Salon Americana à Montréal. Dans ces 2 études-là, on se prononce clairement, tout le personnel enseignant du Centre national se prononce clairement contre l'oléoduc Énergie-Est, principalement à cause du risque inacceptable que ça pose au niveau des prises d'eau de la région du Grand Montréal, particulièrement autour du Grand Montréal. Pourquoi? Parce que ces stations-là, il y a 26 stations qui alimentent 3,2 millions de personnes autour de Montréal. Il n'y en a que 3 qui ont une source d'eau alternative. Donc, dans un cas de déversement d'hydrocarbures, ils peuvent se retourner et aller chercher de l'eau ailleurs. Les 23 autres, du fait qu'ils sont sur des îles, principalement, c'est un des problèmes majeurs, c'est ça. Et aussi, selon les débits qu'ils ont de besoin, on parle de population de millions d'habitants, on ne peut pas se retourner en 12 à 16 heures, parce que c'est la réserve qu'on a d'eau dans nos réservoirs, c'est 12 à 16 heures. Donc, on ne peut pas, en une période aussi courte, avoir un plan B réaliste pour ces stations-là. Donc, nous, au Centre national, on a remis 2 études à cet effet-là, à savoir qu'on considère que la venue de l'oléoduc Énergie-Est, particulièrement du fait de son ampleur, il serait le plus gros d'Amérique, il serait le plus long d'Amérique aussi. Il va parcourir tout le long de la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent. Donc, et du fait aussi qu'il va transporter du bitume dilué. C'est un autre aspect important pour nous, les traiteurs d'eau, parce que le bitume dilué, il va caler, il va plonger dans la colonne d'eau beaucoup plus rapidement. Donc, il va contaminer beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement nos prises d'eau. Peu importe à quelle hauteur on va puiser l'eau, le bitume dilué, lorsque les solvants sont évaporés, la composante bitume percole dans toute la colonne d'eau. Et ça, on a vécu ça il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 1 an en Saskatchewan. Il y a eu un déversement de bitume dilué dans la rivière Saskatchewan-Nord. Et il y a 3 municipalités sur une distance de 500 km du point de déversement qui ont dû fermer leur prise d'eau pendant 55 jours. Du fait que toute la colonne d'eau, toute la rivière a été polluée par le déversement de bitume dilué. Donc nous, on pose la question, c'est quoi le plan B à Montréal? C'est quoi le plan B à Laval? C'est quoi le plan B à Châteauguay s'il y a un problème avec un déversement d'hydrocarbures? C'est sûr que peu importe l'hydrocarbure, ça demeure un risque très important, peu importe le type d'hydrocarbure, mais disons que le bitume dilué, en grande partie à 60-65 %, c'est ce type de pétrole-là que la compagnie, le promoteur du projet, entend faire véhiculer le long du fleuve et de la rivière des Outaouais. En particulier pour un traiteur d'eau, c'est encore plus problématique, le bitume dilué, du fait que plus rapidement il va intégrer la colonne d'eau. Et ce faisant, nous, même si on a des prises d'eau en profondeur à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, on va être contaminé plus facilement par un résidu de bitume dilué qu'un autre type d'hydrocarbure, bien que les autres types d'hydrocarbures sont aussi très problématiques. Là. Oui, effectivement, mais il y a plusieurs études qui ont été faites pour essayer de déterminer le volume que ça pourrait représenter, un déversement suite à une rupture de l'oléoduc Énergie-Est. Si je prends le groupe Savaria, expert conseil, une firme indépendante qui s'est prononcée là-dessus, on parle qu'il pourrait y avoir de 8 à 16 millions de litres qui pourraient être déversés suite à un bris de l'oléoduc Énergie-Est. En comparaison, 8 à 16 millions de litres, c'est parce qu'on avait eu un déversement d'hydrocarbures dans la rivière Chaudière il y a 3 ans de ça. C'était suite au déraillement d'un train, mais il y avait eu 100 000 litres qui s'étaient déversés, qui s'étaient retrouvés dans la rivière. Donc, 8 millions, c'est 80 fois plus. Donc, c'est pas rien, là, les quantités qui sont en cause par le transport d'une si énorme quantité d'hydrocarbures, ça complique beaucoup la chose. Bien,
pour nous, ce qui nous concerne, c'est les produits liquides. Du gaz naturel, ça va s'évaporer dans le ciel, ça ne causera pas un problème pour un traiteur d'eau, mais à partir du moment où c'est un oléoduc de produits liquides, mais là, évidemment, le liquide s'étend sur le sol ou dans le plan d'eau, s'il est à proximité d'un plan d'eau. Ces produits-là, on en retrouve des milliers dans les hydrocarbures, et il se trouve que la très, très vaste majorité de ces produits-là, on ne peut pas les retirer de l'eau. Donc, il y a des produits qui sont solubles, tels le benzène, le toluène, les xylènes, éthylènes. On pourrait être ici jusqu'à demain matin à vous les nommer. Là. Ces produits-là traversent une chaîne de traitement très facilement sans être enlevés. Donc, on est au dépourvu face à ces produits-là. Donc, ici, c'est nos pompes d'eau brute. Donc, on prend l'eau de la rivière des Outaouais, à partir du lac des Deux-Montagnes, et c'est cette eau-là qu'on va traiter dans notre usine école. Oui, ça c'est la pompe, les turbines sont dans l'eau, ça propulse l'eau vers nos 3 filières de traitement en eau potable qu'on a ici à l'usine au Centre national de formation. Ensuite, un des aspects importants, c'est il y a partout des pompes de produits chimiques, là. Tac, tac, tac. Tous ces endroits-là, évidemment, il faut rajouter des produits chimiques pour la coagulation, la flocculation de l'eau. Donc, on rajoute des coagulants, des flocculants. Ça va permettre d'agglomérer les particules qui sont dans l'eau. Et suite à ça, on va pouvoir envoyer cette eau-là dans des décanteurs pour enlever la grande partie des matières en suspension dans l'eau. Donc, les élèves apprennent à ajuster ces quantités de produits chimiques-là qu'ils doivent mettre dans l'eau correctement. On peut monter en haut, voir les bassins du 2e étage, je pense. Comme de prise de vue avec ça. Donc, on a 3 filières de traitement. Ici, on est à côté des mélangeurs rapides. Donc, les produits chimiques sont injectés avec l'eau brute dans les mélangeurs. On va disperser les produits chimiques dans l'eau. Ces produits-là vont permettre l'agglomération des particules dans l'eau. Et suite à ça, on a 3 types de décanteurs différents pour faire pratiquer nos élèves sur différents types de procédés. Le filtre à sable et anthracite ici, qui est très, très répandu dans toutes les usines d'eau. En fait, on les appelle les usines de filtration parce qu'une des étapes essentielles, c'est le passage de l'eau à travers des filtres à sable pour retirer les particules les plus fines qui resteraient encore dans l'eau. Et ça réussit à enlever pas mal? Ça va enlever des particules qui ne sont pas dissoutes. Parce que les hydrocarbures, il y en a une partie qui s'est dissoute. Donc ça traverse même un filtre à sable sans être aucunement enlevé. Un filtre à sable, ça va enlever les particules encore un peu grossières. Entre autres, le bitume qu'on parlait, là, les bitumes, ça c'est comme des gouttelettes un peu plus grosses. Ça viendrait se colmater sur les filtres à sable. Mais le benzène, le toluène, tout ça, ça va traverser le filtre à sable sans être importuné. Bien, dans le cas d'un déversement d'hydrocarbures, le plan de match, on peut l'appeler ainsi. Il va y avoir 4 intervenants: l'environnement, la sécurité publique, la santé publique et les opérateurs des centrales d'eau, les villes en fait, qui sont les dépositaires. C'est aux villes à faire l'opération des centrales de traitement de l'eau. Qu'est-ce qui va arriver en cas de déversement? On sait, on a des réserves d'environ 12 à 16 heures. Donc, ça nous permet de se donner une marge de manœuvre. Donc, dans un premier temps, à l'approche de l'arrivée de la nappe d'huile, la consigne est de fermer la prise d'eau. Question de protéger l'usine et d'analyser la situation. Si le déversement est mineur, on peut espérer qu'en 12 à 16 heures, le contaminant ait disparu grâce à l'effet de dilution et de transport. Mais si ce n'est pas le cas, là, les intervenants vont être aux prises avec un dilemme assez sérieux, à savoir, si on remet en marche la production, il y a des risques certains que les hydrocarbures traversent la chaîne de traitement et contaminent le réseau d'aqueduc. Donc, c'est sûr que c'est des sujets de discussion actuellement qui animent beaucoup de débats.
Donc, évidemment, si une usine ne serait pas avertie à temps de l'arrivée des hydrocarbures, ça pourrait arriver, faisons l'exemple, un déversement en période hivernale, couvert de glace. Personne ne se rend compte qu'il y a de l'huile qui est véhiculée sur la rivière des Outaouais. Donc, les premiers intervenants qui vont la détecter, ça va être ceux, probablement chez nous, à l'usine-école. On prend l'eau de la rivière des Outaouais, on la prend à partir du lac des Deux-Montagnes. On est les premiers en tête de pont ici, là. Vraiment les premiers avec Oka, l'autre bord du lac. Donc, ce serait nous, dans un cas comme ça, qui serions alertés du fait des odeurs, évidemment, par l'odeur principalement. On serait alertés de l'intrusion d'hydrocarbures. Qu'est-ce que ça pourrait occasionner comme problème à la station? Premièrement, il y a une partie de ces hydrocarbures-là, c'est comme des goudrons, la partie bitume, qui est extrêmement collante. Cette partie-là va se coller contre nos bassins, contre nos parois, contre le filtre à sable de nos usines et contaminer de façon irréversible la station d'eau. Il va falloir renettoyer totalement la station d'eau si on n'est pas alerté à temps de l'intrusion d'hydrocarbures dans l'usine. Puis il y a toute l'autre partie qui, elle, va traverser l'usine et là, va contaminer le réseau d'aqueducs éventuellement. Dans le cas du bitume dilué, c'est un produit que l'Académie des sciences des États-Unis a révélé à quel point il est très, très collant. C'est du goudron, on le sait un peu, de nature, le bitume, le goudron, c'est très, très collant. Donc, ces particules-là, très fines, vont être dans la colonne d'eau et vont venir s'agglutiner contre les filtres à sable, contre les bassins. Ça va être extrêmement difficile de les déloger. Ce n'est pas le lavage à compte courant qu'on pratique dans une usine d'eau qui va déloger ces produits-là qui sont très collants. Et donc, il va falloir penser à rénover, rechanger le sable éventuellement s'il y a une contamination d'une station d'eau. Il va y avoir, c'est sûr, des étapes importantes de nettoyage à envisager aussi. Faire rentrer dedans, ça va être une salle de chlore, tu as seulement accès à ça par l'extérieur. Tu n'as pas le droit d'avoir un accès intérieur parce que s'il y a une fuite de chlore, on ne veut pas que ça rentre dans le bâtiment. Donc, c'est simplement par l'extérieur qu'on a accès à ça. Donc ici, on est dans la salle de chloration. Donc, un des aspects importants de la chaîne de traitement, c'est de s'assurer qu'on désinfecte l'eau. Donc, toutes les stations de purification d'eau de surface ont des systèmes de chloration de l'eau. Donc ici, les élèves apprennent à faire les changements de bonbonnes de chlore, ajuster les dosages de chlore qu'il faut rajouter à l'eau pour s'assurer que l'eau est totalement désinfectée. Donc, ici, c'est notre réseau d'aqueduc. On l'a installé sur le toit de l'usine-école pour donner accès plus facilement aux pièces d'équipement. Donc, ça permet aux élèves de faire l'entretien sur le réseau, ça permet de réparer, on peut simuler des fuites, faire la désinfection aussi des réseaux d'aqueduc au besoin. Donc, ils viennent faire les apprentissages ici, sur un réseau comme celui-là. On a plusieurs types de bornes fontaines différentes, évidemment, dépendamment des villes, ils n'ont pas tous le même modèle. Donc, les élèves apprennent à démonter une borne fontaine, faire les réparations, il y a des choses à remplacer des fois là-dedans. Donc, ils viennent faire les aspects pratiques du métier ici, là. Oui. Ouais, au niveau des normes au Québec, les stations d'eau, on est soumis à, grosso modo, il y a 77 normes, paramètres qu'on doit analyser régulièrement. Il y en a que ça va être à toutes les semaines, d'autres à tous les mois, d'autres aux 3 mois. Bon, ça dépend de la fréquence, ça dépend de la grosseur des villes. Mais de ces 77 normes, il y en a 2 qui s'adressent directement aux hydrocarbures. C'est celle sur le benzène et celle sur le benzo-A-pyrène. Donc, ces 2 substances-là, on les retrouve dans les hydrocarbures et régulièrement, on doit en faire l'analyse pour s'assurer qu'évidemment, il n'y en a pas qui traversent notre chaîne de traitement. Au niveau des quantités, si on parle spécifiquement de la norme, pour le benzène, c'est 0,5 microgrammes litre. C'est vraiment des très, très, très faibles quantités. Pour le benzo-A-pyrène, on parle de 0,01 microgrammes litre. C'est des traces. Et pourquoi que les normes sont si sévères? Parce qu'à des teneurs très, très, très faibles, ils communiquent à l'eau des goûts et odeurs intolérables et rendent l'eau impropre à la consommation. Et dans d'autres cas, c'est aussi parce que c'est des produits réputés cancérigènes. Donc, c'est pour ça que les normes sont aussi très basses. Donc, ça rend
le travail pour un traiteur d'eau extrêmement difficile dans le cas de déversement ou de contamination par les hydrocarbures. Parce que nos stations d'eau, nos chaînes de traitement ne sont pas en mesure de garantir une réduction satisfaisante ou encore moins l'élimination de ces composés-là. D'aucune façon, la chaîne de traitement d'une station d'eau est en mesure de le faire. D'ailleurs, on l'a bien vu à Longueuil, il y a à peu près 2 ans. Il y a eu une petite quantité, ça n'a été pas encore évalué, c'est difficile à évaluer, c'est 10, 20, 30, 50, 100 litres de diesel qui s'est infiltré par une fissure dans le béton, qui s'est infiltré de l'autre côté dans le puits d'eau brute de ces stations d'eau de Longueuil, a été acheminé vers l'usine de traitement d'eau. Le pétrole a traversé la chaîne de traitement sans être détecté par le personnel en place, s'est retrouvé dans le réseau d'aqueduc de la municipalité de Longueuil et ça a occasionné un avis l'émission d'un avis de non-consommation qui a duré 2 jours et la population a dû être approvisionnée à partir d'eau embouteillée le temps que les contaminants se dispersent et soient évacués du réseau d'aqueduc. Donc, ici, on est dans un laboratoire de procédés. En fait, une des parties importantes du métier, c'est de mesurer, de faire des analyses sur l'eau. Donc, autant sur l'eau brute que l'eau décantée, l'eau filtrée, l'eau désinfectée, l'eau en réseau. Donc, facilement, le tiers du travail d'un traiteur d'eau se déroule dans un laboratoire à vérifier que la qualité de l'eau respecte toutes les normes. Donc, on a besoin de faire une série d'analyses. On en fait facilement une vingtaine ici même, là. Turbidité, couleur, chlore résiduel, pH, ammoniac, donc plusieurs analyses qui sont faites régulièrement. Ça pourrait durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Si on prend l'incident à Saskatchewan l'été dernier, ça a duré 55 jours, la fermeture des prises d'eau. Que font une municipalité comme Montréal dans le cas d'un déversement majeur d'hydrocarbures? On sait bien qu'on priver une population de 2 millions d'habitants sur l'île de Montréal, c'est impensable. Ça prend de l'eau pour flusher les toilettes, aussi simple que ça, pour les industries, les commerces, les hôpitaux. Donc, que vont faire ces cités-là, advenant le cas d'une pollution majeure d'hydrocarbures, sachant fort bien que la chaîne de traitement n'est pas en mesure d'éliminer d'aucune façon ces contaminants-là. On est dans une situation particulière dans la région métropolitaine. On ne dispose pratiquement d'aucune source d'eau alternative. 23 des 26 stations de purification n'ont aucune source d'eau alternative. Ça pose un problème sérieux de sécurité publique. Ben oui, parce que dans ce cas-là, nous aussi, on est inquiets. Moi, comme traiteur d'eau, je ne fais pas partie de Greenpeace ou de personne. C'est comme à titre de traiteur d'eau, puis on se sent comme un devoir civique d'aviser la population sur ces aspects-là du métier de l'eau que les gens connaissent peu. On est tellement habitué d'avoir une eau de qualité au robinet 24 heures par jour, 365 jours par année. Au Québec, on est habitué, on a de l'eau à profusion. Mais malheureusement, il y a des risques quand même. Et la venue de ces quantités phénoménales-là d'hydrocarbures, principalement via EnergiES, qui veut multiplier par 10 la quantité d'hydrocarbures le long du fleuve, ça pose un problème sérieux pour les traiteurs d'eau. Oui, c'est ça, mais en fait, moi, je parle au nom du personnel enseignant du Centre national. On a rédigé 2 rapports. C'est au nom du personnel enseignant qu'on fait ces démarches-là pour sensibiliser la population. Je donne des conférences à travers le Québec depuis 1 an sur le sujet. C'est à titre du personnel enseignant du Centre national. Ben, écoute, c'est sûr qu'on aimerait être plus écouté. On espère qu'on va être écouté. C'est pour ça qu'on participe à des entrevues de la sorte. C'est pour se donner un peu plus de rayonnement, parce qu'on pense que le sujet est très important. Si tu me permets, j'ai peut-être une réponse. Je donne plusieurs conférences depuis quelques mois. Et cette question-là, je la comprends, elle revient systématiquement chaque soir. Ben oui, mais ce ne sera pas mieux en train. Et on sait bien, en train, c'est encore plus dangereux de véhiculer du pétrole en train. Sauf que là, premièrement, on parle pour faire de l'exportation de pétrole, premièrement. Et aussi, en fait, les compagnies ne sont pas intéressées à transporter en train pour 2 bonnes raisons. Un, au niveau du coût. Transporter un baril depuis l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick, c'est 25 $ le baril en train. En pipeline, faire la même chose, c'est 8 à 9 $. Vous comprenez que quand on veut passer 1,1 million de barils par jour, on n'a pas envie de perdre 20 millions, 25 millions à tous les jours. Ça fait 120 millions par semaine. Donc, juste au niveau économique, là, ils ont beau nous faire selon moi, c'est un bluff qu'ils font, à savoir, on va le faire en train si vous ne voulez pas en pipeline. Mais en fait, économiquement, c'est pas rentable pour eux et de loin. Et deuxièmement, les voies ferrées sont déjà saturées.
parce qu'ils doivent passer par Montréal. Il y aurait une autre voie possible par le nord du Québec, mais elle est désuète et pratiquement impraticable. Donc, ils devraient passer par Montréal. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas passer dans Montréal, c'est déjà saturé. Donc, c'est un faux débat à savoir comment on le transporterait. En fait, ça serait un pipeline ou rien, mais en fait, c'est toujours juste pour de l'exportation additionnelle. Énergie, c'est pas pour mettre dans nos autos. Personne n'a été privé de se rendre ici aujourd'hui. C'est pas avec l'arrivée d'Énergie que ça va changer quelque chose.